Allez-y. Allez-y. Que tu commences. Hein? Vous pouvez initier ce petite conférence de police, donc si vous voulez la sortir en haut quelques instants, pas trop longtemps. Comment Hein? On finit. Ben oui, on dit qu'on finit, mais... Oui, oui, c'est possible. Mais le pays, ça finit là. Allez, c'est ce que vous voulez, moi je ferai un... Donc... Bah vas-y. Ça filme. Ah oui, Ah, c'est ça. ce qui est, bon, évidemment terrible dans l'histoire qu'on va évoquer, là, c'est que nous avons appris par la suite que vraiment notre fils, Manu, avait été massacré par une suite de vaccins en Nouvelle-Zélande, alors qu'il avait été déjà hyper fragilisé par le vaccin contre l'hépatite B en 97. C'est en 97. Et là, lorsque nous avons vu les vaccins qu'il s'était fait faire, certainement sciemment, puisqu'il voulait aller en Afrique. Là, on a appris aussi par la suite, par Françoise Joët, je crois, que en Nouvelle-Zélande, les médecins avaient une petite prime pour à chaque vaccin. Donc, on n'a absolument pas hésité. Les médecins que notre fils a rencontrés n'ont pas hésité du tout. À l'hôpital, là où il a été recueilli après son premier accident, il y a eu quand même une grande légèreté. Hein, on a Oui, on s'est rendu à l'hôpital dit, dans l'été après. ouais. Bon, alors si je peux continuer. Quand j'ai compris... Oui, parce que c'est ma femme qui elle, Lorsqu'en a 2001, réagi la première. quelques mois après les accidents en question, nous sommes allés en Nouvelle-Zélande. Hein, nous ne savions encore rien de cette histoire de vaccination. Tu parles de l'hôpital, c'est une chose. Moi, je reviens sur les vaccins. C'était hépatite B 1997, 18 ou à peu près. Hein. Et ensuite, donc en Nouvelle-Zélande, pour aller en Afrique, il s'était fait faire à Auckland une série de vaccins, 3 en particulier, ça devait être des rappels d'été polio, qui l'ont encore fragilisé. Hein. Et j'ai eu toute une correspondance avec le ministère de la Santé par la suite, quand j'ai compris, quand j'ai vu les papiers, quand j'ai vu les carnets de vaccination et les certificats de Nouvelle-Zélande, et je leur ai fait remarquer que les médecins n'avaient pas tenu compte d'antécédents dépressifs, hein, mais pour eux, tout était normal. Ils avaient pris toutes leurs précautions. Donc, ces histoires de vaccins faits en Nouvelle-Zélande ont dû le fragiliser encore beaucoup, hein, et le pire est arrivé, disons, le 8 mars 2001, puis le 16 mars 2001, hein, puisque la première tentative de suicide n'avait pas réussi. Il s'était jeté avec sa voiture contre un poteau électrique. Donc il a été recueilli à l'hôpital, hein, mais on n'a pas compris grand-chose, hein, et on l'a sans doute pas surveillé. Il a pu communiquer avec nous, et c'est ça qui nous a trompés aussi, d'avoir
téléphone et on lui fait confiance. On pensait qu'il était en sécurité, alors qu'il n'avait pas été, on n'avait pas du tout diagnostiqué la situation dans laquelle il se trouvait. Et donc là, c'était par rapport à votre fils. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux autorités de santé Qu'est-ce que vous pensez donc des autorités de santé et de l'industrie pharmaceutique par rapport à ça, de la confiance en fait que vous aviez avant cet épisode douloureux et maintenant, après avoir compris justement l'influence des lobbies pharmaceutiques? Ah ben oui, mais... Qu'est-ce que, par rapport à ce que vous avez dit hier... Lorsque nous avons appris que on récompensait les médecins qui vaccinaient, à ce moment-là, c'est finalement le fric qui prime. Et on se désintéresse un petit peu de la situation réelle, finalement. Moi, je voudrais revenir sur le vaccin hépatite B. Oui. On a utilisé, en quelque sorte, par un matraquage médiatique extraordinaire, on a utilisé la grande générosité des jeunes en leur faisant croire que de cette façon, ils protègent les autres s'ils se font vacciner. Donc, notre fils était à Paris étudiant, il a pris ses responsabilités, s'est fait vacciner rue Ménilmontant, il ne nous a même rien dit de tout ça. Nous ne savions strictement rien. Et donc, l'industrie du vaccin a fonctionné à merveille à ce moment-là. Et il s'est trouvé en mauvaise santé, mais comme nous ne comprenions rien, nous n'avons pas compris la gravité de son état de santé. Et là, il a été victime de ce qu'il faut appeler par son nom une manipulation. Comme au fur et à mesure où on a été au courant de ce qui s'était passé, on s'est aperçu que c'était un mode de fonctionnement normalisé. Nous sommes manipulés. Nous ne sommes pas informés. L'information est plus de la désinformation. J'ai dit pendant 10 ans à mes étudiants, intéressez-vous surtout à ce dont on ne parle pas. Quelle profession exercez-vous? J'enseignais la sociologie à l'université et dans un institut de formation de travailleurs sociaux. Et on a vu hier le témoignage vraiment pathétique de cette jeune qui finalement s'est retrouvée dans une situation à peu près identique à celle où s'était retrouvé notre fils Manou en 97. Et là, c'est une sorte d'abus. Ça n'est plus de la science, c'est du scientisme utilisé comme... c'est du marketing. Ah, il y a des dégâts collatéraux. Mais qu'est-ce que vous voulez? On entend maintenant des professeurs de médecine tenir ce discours. On est dans un cynisme normalisé. Il ne faut pas oublier qu'en dans les années 90, fin 90, pour vendre ce vaccin hépatite B, on procédait donc à un matraquage intensif et en arrière-plan, on utilisait la grande peur du sida.
Donc on mélangeait un peu les deux.